Bonjour à tous et bienvenue dans Tueur en série. Pour cet épisode spécial, je ne vais pas vous parler d'une série en particulier, ni faire un débunkage, même si je sais que vous adorez ça, mais je vais recevoir un invité qui a beaucoup de choses intéressantes à nous dire. Cet invité, c'est Édouard Chano, journaliste, qui a commis un petit livre très percutant sur l'empire Netflix. Nous devions donc de le recevoir. Dans ce livre, il nous parle de la domination actuelle imposée par Netflix, des changements qu'elle a produits sur les spectateurs et leurs habitudes, mais aussi de l'économie interne à l'entreprise et ses méthodes pour toucher toujours plus de personnes et ramasser gros. Nous, on va s'intéresser particulièrement à une question qui est totalement dans le thème de mes analyses, le wokisme. Comment Netflix nous vend cette propagande douce au travers de ses programmes, mais aussi quelque chose de bien plus intéressant qui a retenu mon attention, ce modèle est en train de s'effondrer. C'est ce qu'on apprend entre autres dans ce livre, le wokisme n'est plus rentable, l'a-t-il déjà été d'ailleurs, au point que les grosses plateformes de divertissement sont en train de changer de cap, et ça, c'est énorme. Se dirige-t-on vers un Netflix débarrassé de son insupportable cahier des charges qui commence à agacer tout le monde, même les non-initiés? En a-t-on fini avec cette propagande? Va-t-on enfin pouvoir profiter de productions culturelles garanties sans wokisme? C'est ce qu'on va voir avec notre invité. Je reçois donc Édouard Chano. Bonjour Édouard. Bonjour Christopher, merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous avez publié récemment aux éditions La Nouvelle Librairie ce petit livre que j'afficherai à l'image, L'Empire Netflix, l'emprise du divertissement. Alors c'est une enquête passionnante au cœur de ce mastodonte, de cette arme de propagande massive et j'invite tous nos auditeurs à le lire vraiment. Vous y parlez de Netflix, des raisons du succès de sa plateforme, son explosion, mais aussi de son management interne, par exemple, l'efficacité très pointue, bien plus pointue qu'on ne le croit, de son algorithme, et aussi l'impact que la plateforme a eu sur nos manières de consommer du contenu, sur le cinéma et aussi sur le monde, tout simplement. Donc, vous avez déjà donné un entretien à mon confrère, Olivier Frère Jacques, mais forcément, pour Tueur en série, on tenait vraiment à vous recevoir, d'autant que j'ai d'autres questions à vous poser. Je vais commencer par la première, toute simple, en guise d'introduction. Vous avez confié que vous êtes vous aussi abonné à Netflix. Donc, vous pouvez être critique de la plateforme tout en étant abonné. Comme semble-t-il, 221 millions de personnes à travers le monde, dont plus de 9 millions de Français. Et sans doute 231, ouais, figurez-vous, je suis 231. énervé de jeu. Ouais. Donc, mais je suppose qu'il y en a beaucoup plus, vu les gens qui partagent leur compte. Alors, question toute simple, que regardez-vous sur Netflix? C'est la question la plus difficile, j'ai l'impression, la première, la question la plus subjective. Déjà, je regarde en famille, je regarde avec ma femme, donc j'ai une consommation non seulement, enfin, j'ai une consommation, je l'admets, totalement personnelle, au-delà du fait d'écrire éventuellement une critique de Netflix. Je suis pris tiraillé entre des productions très classiques, quasiment historiques, et un petit goût pour la science-fiction. Voilà. Alors c'est très difficile de trouver, déjà c'est difficile de trouver des productions classiques de qualité, c'est encore plus difficile de trouver des productions de science-fiction aussi de qualité. Si vous me demandez, j'ai l'impression que c'était la question suivante, mais quelles sont les séries qui vont le plus marqué? J'ai beaucoup aimé le dernier, The Last Kingdom, le dernier royaume, qui se passe pendant les invasions vikings au IXe siècle. J'ai beaucoup aimé aussi Le Chemin des Tourments, donc qui est une adaptation d'un roman d'Alexis Tolstoï, pas le grand Tolstoï, le plus petit, qui était aussi de très grande qualité, mais qui n'était pas une production Netflix à proprement parler. Voilà. Je crois que ce sont les deux premières qui me viennent à l'esprit. Justement, la question suivante, c'était que vous dites dans le livre que l'âge d'or des séries est peut-être déjà derrière nous, et vous citez la grande époque des Sopranos, qui est sans aucun doute ma série préférée de tous les temps. Est-ce que vous considérez que certaines séries Netflix, aujourd'hui, sont à ce niveau en matière de création artistique? Non, sans doute pas. C'était un des réalisateurs
j'ai interviewé dans cet essai. Je suis journaliste, comme vous l'avez rappelé, donc j'ai essayé d'interviewer un maximum de monde, sans doute plus compétent que moi d'ailleurs, pour critiquer des films ou pour percevoir la qualité artistique des productions audiovisuelles. Et en effet, les critiques cinématographiques ou les réalisateurs avec qui j'ai pu m'entretenir pour cet essai ont tendance à percevoir justement un âge d'or qui, comme vous le dites, serait derrière nous. À l'heure actuelle, il me semble très difficile de trouver des, des séries de cette qualité. Euh, Est-ce que l'algorithme est en partie coupable? Peut-être. Est-ce que Netflix est, euh, est d'une certaine manière compte sur sa rente? C'est aussi possible. C'est aussi possible. Oui, vous J'aurais pas de parlez réponse de... catégorique sur l'avenir de la qualité audiovisuelle. Cela dit, j'ai remarqué assez récemment enfin, au fur et à mesure de mes échanges avec des lecteurs de mon petit essai, ne pas avoir employé dans ce petit bouquin l'expression de l'art, enfin du septième art. On ne parle plus C'est du ça. tout d'art avec Netflix, on parle de production audiovisuelle, clairement. Oui. Mais la question centrale que j'aimerais aborder avec vous dans cet entretien, celle qui a le plus retenu mon attention quand j'ai lu votre livre, c'est évidemment celle du wokisme. J'en parle moi-même beaucoup dans cette émission, quitte à tourner un peu en rond parfois. Mais surtout, vous dites dans le livre, c'est ça qui m'a marqué, il semblerait que Netflix s'apprête à amorcer une sorte de virage, à renoncer à cette idéologie, que c'est déjà en cours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, malheureusement, malheureusement, il le fallait bien, j'ai rendu mon manuscrit le 2 juillet, au moment où le tournant commençait plus ou moins à s'esquisser. J'écris dans le bouquin qu'il serait préférable de ne pas enterrer Netflix trop vite. Netflix avait connu une crise au premier semestre de l'année 2022, en Oui, perdant ils ont perdu 200 000 abonnés pour la puis première fois. 1,2 million. Donc ça a été un choc pour l'entreprise, ça a été évidemment une aubaine pour tous les détracteurs de Netflix. Et puis là, ils sont repartis, ils ont atteint, donc ils sont descendus à 221 millions pour la première fois après une croissance ininterrompue de plus d'une dizaine d'années. Et puis là, bam, ils reprennent 10 millions d'abonnés, ils en sont à 231 millions. On a l'impression que les failles ont été comblées, ce qui était, à mon sens, plutôt prévisible. Alors, je réponds pas tout à fait à votre question. Oui, Là, votre question porte plus sur le tournant du wokisme, mais oui, il est concomitant. Il est d'accord. concomitant, Oui. puisque bon, Elon Musk, avant d'être le patron de Twitter, mais qui était quand même un petit peu connu, avait tweeté en effet au Oui. début de l'année 2022 que le virus woke avait rendu Netflix totalement irregardable. Et semble-t-il, c'était une opinion assez répandue non seulement aux États-Unis, mais aussi à travers le monde, parce que Netflix a l'ambition d'être une entreprise de divertissement capable de conquérir l'ensemble du globe, et forcément, bah, l'ensemble du globe ne comprend pas toujours les opinions, voire les délires woke. Alors, il y a sans doute un tournant qui s'est fait sentir non seulement en interne, puisqu'il y a eu des licenciements de salariés, semble-t-il, qui étaient des militants woke. Et puis, petit à petit, on se rend compte que certaines séries ne sont pas renouvelées. La série la plus symbolique dans ce sens-là, c'est évidemment Sense8, qui Oui. a été réalisée par les frères devenus sœurs Wachowski, une série particulièrement LGBT, etc., qui n'a pas été renouvelé au bout de la troisième saison, enfin pour la troisième saison. Et le CEO de Netflix, Ted Sarandos, a d'ailleurs explicitement dit, mais ça a plu à une minorité, mais la minorité ne suffit pas C'est à ça. permettre le succès de la série. Donc c'est la loi du marché qui prime. Ouais. Parce que si on revient aux origines de Netflix, si on essaie de comprendre l'intention originelle des fondateurs, de Reed Hastings, le fondateur, quand on lit ses bouquins, ses écrits, etc., on se rend compte que lui n'est pas spécialement woke, même pas Oui. du tout. Lui, ce qu'il a voulu créer, c'était une énorme entreprise capable de conquérir le monde. Et pour conquérir le monde, comme je le disais à l'instant, bah, il faut quand même
se plier à certaines lois des marchés à travers le monde, des marchés nationaux, voire continentaux à travers le monde. Oui, Euh, vous l'expliquez bien. Netflix a avant tout un but commercial, on le voit avec son management. Et il semblerait donc que Netflix dresse un constat froid. Le wokisme aujourd'hui n'est plus rentable. Mais moi, la question que je me pose, c'est l'a-t-il été un jour? En quoi mettre des minorités, qui par définition sont des minorités, en quoi mettre des minorités partout jusqu'au grotesque peut-il être un modèle économique rentable? ouais, Je complètement. m'étonne que ça ait pu fonctionner si longtemps. Jusqu'au grotesque, jusqu'à l'absurde. Je n'aurais pas de réponse catégorique sur à partir de quand le wokisme est devenu euh, envahissant chez Netflix. Moi, j'ai tendance à le percevoir à partir de 2017, 2018, peut-être plutôt d'ailleurs 2018. Donc, on est sur une fenêtre de 4-5 ans. On se rend compte à partir de 2018 que il y a des insertions woke dans les troisième saison, quatrième saison de certaines séries qui n'étaient jusque-là, qui ne l'étaient pas jusque-là. Euh, donc le virage se fait peut-être marquer dans le sens inverse désormais. Il considère que c'est peut-être plus rentable. D'ailleurs, grâce à l'algorithme, ils connaissent parfaitement les goûts et les couleurs de leurs abonnés. Ils savent pertinemment quand les abonnés abandonnent une série et donc potentiellement pour quelles raisons. Ils savent très bien, ils connaissent beaucoup mieux que vous et moi absolument tous leurs 231 millions d'abonnés. Ils ont cet outil qui leur permet sans doute de revenir un peu plus les pieds sur terre. Cela dit, Oui, j'ai quand même tendance à penser qu'il serait naïf de croire que le wokisme disparaîtrait totalement de oui. Netflix. Pourquoi le wokisme est comme ça apparu aussi facilement, aussi brutalement? Alors bien sûr, il y a les circonstances politiques américaines, Black Lives Matter, etc., les scandales Weinstein et j'en passe. Mais il y a une réalité, c'est que Netflix et les plateformes audiovisuelles et le wokisme ont prospéré tous deux en Californie. Il y a cette donnée culturelle qui, à mon avis, est essentielle pour ne pas sombrer dans, disons, euh, une lecture trop matérialiste du capitalisme, du tech capitalisme et du wokisme, qui voudrait croire que le wokisme est pour le capitalisme américain un produit comme un autre et qu'il pourrait changer d'idéologie si le marché le leur ordonne. Il y a cette réalité culturelle qui fait qu'il existera toujours en Californie, ou en tout cas pendant, à mon avis, un certain nombre d'années, il existera toujours une influence woke parce qu'elle infuse énormément non seulement la Californie, mais aussi le milieu audiovisuel et Oui. les entreprises de la tech californienne. Voilà. Donc on se dirige, il y a un tournant, mais on se dirige, semble-t-il, vers, disons, une segmentation Oui, de bien l'offre sûr. des plateformes audiovisuelles. Parce que, Voilà. à la base, vous le dites dans le livre, leur but, c'était de satisfaire leur base multiculturelle de consommateurs, mais ils s'y sont mal pris, puisque vous le dites, en promouvant une seule vision du monde, donc cette vision woke, elles viennent en fin de compte, ça revient en fin de compte à écraser toutes les autres et Mhm. leurs abonnés potentiels avec. Et c'est bien ça le problème. Et c'est ce qui fait qu'ils opèrent un peu tardivement, je dois l'avouer, qu'ils opèrent ce virage aujourd'hui. Ça m'amène à une autre question. Moi, j'ai toujours trouvé facile, non pas illégitime, hein, mais facile de s'attaquer à des grandes entreprises commerciales comme Netflix, Google, Facebook, aller leur reprocher justement de propager le wokisme, alors que au final, c'est pour des fins commerciales. Alors c'est vrai, mais finalement, leur but étant commercial, quelque part, elles ne font que s'adapter à l'ère du temps pour faire de l'argent. Et si l'ère du temps change, admettons si demain nous vivions dans un monde où les idées de droite ou les idées conservatrices seraient de retour, eh bien, il serait logique que ces entreprises s'en emparent de la même façon qu'elles ont jadis pris le wokisme comme étendard. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ma- La question est Finalement, est-ce que c'est pas le public qui a fait Netflix tel qu'il est idéologiquement? Voilà. je pense que c'est l'influence de minorités agissantes, en Oui. l'occurrence.
elles ont toujours, le wokisme a toujours été minoritaire, minorité agissante, et il y a pardonnez-moi l'expression, pardonnez-moi l'anglicisme, mais le background, enfin le substrat culturel californien qui était évidemment, qui permettait un essor particulièrement rapide du wokisme des plateformes audiovisuelles, sachant évidemment que Disney fait sans doute pire que Netflix, au Oui, passage, c'est ce que en j'allais termes de dire. wokisme. Mais bon, Netflix a aussi été clairement une caisse de résonance. Euh, est-ce que si véritable révolution conservatrice il y a, Netflix produirait du conservatisme, ou sans doute beaucoup plus, mais ouais, encore une fois, j'ai du mal à imaginer bon, déjà une révolution conservatrice qui permettrait une telle production culturelle, audiovisuelle, dans le secteur de la tech et dans le secteur audiovisuel californien. Pardonnez mon pessimisme, si je puis dire. Ça reste un scénario, c'est peut-être un but à atteindre pour certains, mais ça reste un scénario quand même assez difficilement imaginable en janvier 2023. Oui, bien sûr, en janvier 2023. Ce que je voulais dire, c'est que ces entreprises étant commerciales s'adaptent à l'ère du temps. Vous avez parlé de Disney. Alors, Disney fait bien pire que Netflix, je trouve, en matière de wokisme actuellement. Amazon Prime, ils sont pas mal aussi, notamment avec les Anneaux de pouvoir, qui est une véritable catastrophe. Mais par exemple, Disney, à la grande époque de Disney, c'était les valeurs conservatrices qui étaient au pouvoir. Et Disney nous vendait du patriarcat, du prince charmant, etc. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de dire que si les idées évoluent, logiquement, ces plateformes de production culturelle vont évoluer également et s'adapter au public. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, oui, je comprends le point de vue. Je comprends le point de vue. Donc, une Et dernière question, si vous le permettez, pour conclure. Comment voyez-vous Netflix dans 5 ans? ah, euh, il y aura ce tournant. Bon, je prends beaucoup de risques, hein, évidemment, en disant cela. Ce tournant peut s'accentuer un peu plus. Les productions de Netflix peuvent en effet satisfaire davantage les publics à travers le monde, non seulement en Occident et non seulement aux États-Unis. Ce qui suppose accessoirement d'ailleurs que Netflix continuerait à exister dans 5 ans. Tout le monde ne le pense pas. Moi, je pense que c'est tout à fait possible, que le colosse n'a pas tant que ça les pieds d'argile, qu'il est capable de rebondir, qu'il a en lui cette capacité à se réinventer, pas spécialement culturellement ou au niveau de ses productions, mais en tout cas, il a les capacités internes pour rebondir et résister aux crises. Voilà. Donc, ça ne m'étonnerait pas, même si la concurrence est de plus en plus rude, ça ne m'étonnerait pas que Netflix reste parmi les plateformes les plus incontournables, si ce n'est la plateforme la plus incontournable. Mais avec une idéologie plus segmentée, comme on le disait tout à l'heure, et avec Oui, oui, c'est ça. Ouais, moins ce rouleau compresseur woke qui commence un peu à agacer tout le monde. ce serait ça. Alors, merci beaucoup, Edouard Chano, pour vos C'est moi. réponses. C'était un C'est moi. grand Merci plaisir de beaucoup, vous Christopher Lacroix. recevoir. J'invite tout le monde à se procurer votre livre, L'Empire Netflix, c'est aux éditions La Nouvelle Librairie. Merci à vous. C'est moi. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne de TV Liberté et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Tueurs en série. Salut!